Non seulement ces dernières années, mais toute la présidence de Poutine a été un effort pour, lentement et par à-coups, se détacher de la dépendance à l'égard de l'Occident. Et l'une des raisons pour lesquelles l'économie russe a si bien résisté sous le régime actuel de sanctions est que ses politiques passées avaient en grande partie préparé le terrain pour cela. Bonjour à tous, c'est Pascal des études de neutralité et aujourd'hui je parle à nouveau avec le Dr Nicolai Petro, professeur de sciences politiques à l'Université de Rhode Island et auteur du magnifique livre « La tragédie de l'Ukraine », ce que la tragédie grecque classique peut nous apprendre sur la résolution des conflits. Nicolai étudie et écrit beaucoup sur les processus politiques internes de la Russie et de l'Ukraine, mais cela fait un moment qu'il n'était pas venu sur cette chaîne. Je suis donc très heureux qu'il ait accepté de nous donner une mise à jour. Nicolai, bienvenue à nouveau. Ravi de te parler à nouveau, Pascal. Nicolai, je voulais vraiment avoir ton point de vue. Peut-être que dans la deuxième partie, nous parlerons un peu de ce qui s'est passé récemment en Russie et en Ukraine, tu sais, et comment ces partis politiques évoluent. Mais nous devons commencer par ce qui s'est passé il y a moins de 48 heures, à savoir ces négociations à Riyad, et le résultat selon lequel les États-Unis et l'Ukraine ont convenu de pousser pour un cessez-le-feu. Et l'accord stipule que la partie ukrainienne accepte un cessez-le-feu de 30 jours en échange de la reprise de l'aide militaire et du partage de renseignements. Et maintenant, avec cette information, apparemment au moment où nous parlons, les Américains approchent la Russie pour leur dire qu'ils veulent un cessez-le-feu de 30 jours. Tout cela alors que la Russie, jusqu'à présent, du moins au moment de l'enregistrement de cette discussion, n'a pas dit si elle accepterait ou rejetterait cette proposition. Ils attendent pour l'instant des informations directes venant des Américains. Et je pense que Marco Rubio veut parler à Moscou. Apparemment, soit pour vendredi, soit pour le week-end, il semble qu'un appel téléphonique entre Vladimir Poutine et Donald Trump soit prévu. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je pense que tout le monde serait d'accord pour dire que le diable se cache dans les détails ici. Et du point de vue de la Russie, il n'y a pas besoin de se précipiter. Les événements se déroulent comme prévu militairement. La Russie est, selon toute vraisemblance, susceptible de reprendre tout le territoire que l'Ukraine a envahi en Russie l'année dernière, peut-être même dès la semaine prochaine. Cela prive bien sûr le président Zelensky de l'un de ses principaux points de négociation, qu'il a réitéré à plusieurs reprises. Mais la Russie a toujours soutenu que les négociations de paix doivent partir de la situation sur le terrain, et c'est sans aucun doute exactement la manière dont elles avanceront. J'ai été frappé par la manière dont ces négociations ont commencé. En d'autres termes, les États-Unis, sous l'administration Trump, croient que la Russie a l'avantage à la fois à court et à long terme dans ce conflit. Par conséquent, leur première initiative a été de se rapprocher de la Russie, de Moscou, pour voir quelles étaient les conditions d'un cessez-le-feu que Poutine accepterait, puis secondairement, d'aller voir ce que les Ukrainiens accepteraient, en les mettant sous une certaine pression pour révéler notamment à Zelensky et à ses plus proches soutiens à quel point l'Ukraine dépendait du renseignement, de l'assistance militaire et financière des États-Unis. Ayant, je le soupçonne, fait valoir ce point, les négociateurs américains ont fait de leur mieux pour expliquer aux Ukrainiens quelles sont les limites de leurs options et vont maintenant retourner en Russie pour voir si la Russie est prête à céder un peu sur ces conditions. Mais encore une fois, c'est le défi des négociations.
Rien, bien sûr, ne sera scellé ou conclu tant que les parties ukrainiennes et russes ne se seront pas réellement assises face à face pour négocier. Les États-Unis, les Européens, les Chinois, les Brésiliens, tout le monde ne peut que rester au milieu et être soit un intermédiaire rapprochant les parties, soit, comme je le crains dans le cas de l'Europe, se mettre en travers du chemin, éloignant les parties davantage. Nous verrons donc à long terme si les États-Unis ont la capacité de promouvoir au moins la première étape de ce processus. Et je rappellerai aux gens que le cessez-le-feu n'est que la première étape. On passe d'un cessez-le-feu à secondairement un armistice à plus long terme. Puis peut-être, si on a de la chance, à des négociations prolongées qui établiront un nouveau règlement entre l'Ukraine et la Russie. Mais je m'attends à ce que la Russie insiste et l'Ukraine devrait insister pour que cela inclue également tous leurs voisins, toute l'Europe également. Et cette négociation finale pourrait prendre des années à se concrétiser. Le problème, bien sûr, est qu'en ce moment, la Russie est en avance, n'est-ce pas? Je veux dire, la Russie gagne la guerre, comme dans la guerre sur le champ de bataille à Kursk, je veux dire, à l'intérieur de ses propres frontières, mais aussi dans les 4 oblasts, dont, à ma connaissance jusqu'à présent, la Russie ne contrôle encore complètement aucun des 4, n'est-ce pas? Les Ukrainiens y ont encore des bastions. Mais l'idée maintenant de proposer un cessez-le-feu est de geler essentiellement ces lignes de front, n'est-ce pas? Et si la Russie accepte cela, elle acceptera essentiellement de ne plus bouger. Parce que si vous ne tirez pas, vous figez le conflit là où il est. Alors, pensez-vous, parce que les Russes, M. Lavrov et d'autres, et M. Poutine ont dit à plusieurs reprises, nous sommes prêts à faire de la diplomatie, mais nous ne sommes pas prêts à avoir un cessez-le-feu. Je veux dire, nous continuerons à tirer pendant que nous négocions. Pensez-vous qu'il y a une chance réaliste qu'ils reconsidèrent cette position? Je pense que la probabilité que la Russie reconsidère sa proposition minimale de cessez-le-feu, qui a été faite, je le rappelle aux auditeurs, en juin dernier, juin 2023, par le président Poutine, est faible. Il a énoncé seulement 3 exigences. Je ne veux pas suggérer qu'elles soient simples, mais ce sont les 3 exigences après lesquelles la Russie déclarerait immédiatement un cessez-le-feu. Elles sont la neutralité de l'Ukraine, introduite dans la Constitution. Ensuite, pas d'adhésion à l'OTAN, bien sûr, et pas de troupes de l'OTAN en Ukraine. Et enfin, la reconnaissance de ces 4 territoires, 4 oblasts, plus la Crimée, comme partie légitime de la Fédération de Russie, comme ils le sont actuellement dans la Constitution russe. C'est donc une procédure technique, les retirer de l'Ukraine et reconnaître qu'ils font désormais partie de la Russie dans leurs frontières administratives actuelles. Je dois dire que la question des frontières administratives de la région n'a pas été historiquement un point de blocage dans les négociations qui se déroulaient dans le cadre des accords de Minsk II. Même dans ce cadre, les gouvernements des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk avaient, dans le cadre des accords de Minsk II, reconnu qu'il y aurait des droits administratifs et des droits civiques différents également, essentiellement pour les régions au sein de ces territoires qui étaient sous leur contrôle par opposition à ceux sous le contrôle de Kiev. Ainsi, les accords de Minsk II ne s'appliquaient pas à l'ensemble des oblasts de Donetsk et de Lugansk, mais uniquement aux territoires qui étaient alors sous le contrôle des forces rebelles. Alors, peut-être pourrait-on envisager que quelque chose de similaire soit finalement convenu dans le cas de la situation actuelle. Je pense que la neutralité et l'absence d'adhésion à l'OTAN sont probablement les plus grands points de blocage.
Un autre point clé qui a été discuté dans les accords d'Istanbul concernait les limitations sur la taille des forces armées ukrainiennes et certaines limitations sur les armements qu'elles pourraient obtenir. Je pense que ceci, probablement, si un côté était prêt, si la Russie était prête à ne pas exploiter son avantage militaire jusqu'aux frontières administratives en Ukraine, qu'elle pourrait probablement atteindre éventuellement des 4 oblasts qu'elle n'occupe pas encore entièrement. Alors peut-être que l'Ukraine, pour sa part, pourrait revenir aux limitations auxquelles elle avait accepté et était prête, en principe, à négocier avec la Russie, et ce qu'elle avait atteint dans les accords d'Istanbul en avril 2022. Donc, essentiellement, comme ce que d'autres commentateurs appellent également sur YouTube Istanbul Plus. Pas Minsk III, mais une réitération d'Istanbul. Et quand on y pense, en ces termes, vous savez, les parties ne sont peut-être pas si éloignées. Mais encore une fois, nous parlons seulement de la distance qui les sépare en termes de cessez-le-feu, pas même de la prochaine étape d'un véritable armistice, et encore moins d'un règlement de paix complet. Et cela est bien sûr très critique, car si ce sont les conditions pour un simple cessez-le-feu, nous sommes loin de l'endroit où l'administration Trump pense actuellement qu'il est raisonnable d'essayer de pousser les Russes à accepter d'arrêter d'utiliser des armes. Parce que pour eux, pour l'administration Trump, il semble raisonnable de dire que si les Ukrainiens cessent de tirer, alors vous devriez cesser de tirer aussi. Tout cela alors que nous disons officiellement que nous allons reprendre l'armement de l'Ukraine, ce qui, à ce stade, semble être un très mauvais accord pour la Russie. Cependant, oui, donc comme vous l'avez dit, oui, ce serait un mauvais accord. Mais imaginons l'accord embelli dans le contexte d'Istanbul Plus, c'est-à-dire que ce réarmement de l'Ukraine ne doit pas dépasser les limites établies dans l'accord d'armistice qui devrait être négocié. S'il y avait des limites établies sur le type d'armement offensif que l'Ukraine pourrait utiliser, alors je pense que la Russie serait probablement prête à vivre avec cela, tant que ces limites pourraient être efficacement vérifiées et maintenues. Et il est bien sûr important ici que les États-Unis contrôlent réellement ces limites, car toutes les informations cruciales dont l'Ukraine a besoin, obtenir les armes, le Starlink et le partage de renseignements nécessaires pour utiliser ces armes, sont en fait sous le contrôle des États-Unis. Donc on pourrait imaginer un scénario dans lequel M. Rubio négocierait avec la Russie en disant par exemple, regardez, nous acceptons par la présente de ne fournir que tant et pas plus pour la période de l'accord. Par conséquent, pourquoi ne pas accepter et nous essayons de passer à l'étape suivante? Ce qui est probablement une tactique de rapprochement dans les négociations. Car encore une fois, le cessez-le-feu n'a pas besoin d'être prolongé, n'est-ce pas? En d'autres termes, si le cessez-le-feu s'effondrait ou si l'une des parties considérait qu'il était violé, alors les négociations d'armistice n'auraient tout simplement jamais lieu. Une chose à laquelle j'aimerais attirer l'attention de nos auditeurs est que lorsque la presse rapporte que les livraisons d'armes ont repris ou que le partage de renseignements a repris, cela ne nous dit pas quoi et combien. Par exemple, sur le partage de renseignements, il y a 2 éléments clés qui ont été mentionnés par un certain nombre de blogueurs ukrainiens comme essentiels pour l'Ukraine. L'un est le renseignement sur les missiles entrants et les attaques de drones sur les infrastructures ukrainiennes. Et la deuxième est l'information partagée par les États-Unis et les Européens sur les sites que les Ukrainiens aimeraient attaquer à l'intérieur de la Russie et pour lesquels ils fournissent des directives.
Il est donc tout à fait possible, je n'ai aucune idée si c'est vrai ou non, mais en ce qui concerne le partage de renseignements, les États-Unis pourraient en fait partager la partie défensive de cela. Par exemple, partager l'information qui permettrait aux Ukrainiens d'abattre plus efficacement les missiles russes. Ils pourraient ne pas encore partager la capacité offensive et utiliser cela comme une carte à jouer pour utiliser une expression trumpienne dans les négociations pour encourager la Russie à persister dans les négociations. La question pour la partie russe est donc bien sûr, peuvent-ils le vérifier? Peuvent-ils lui faire confiance? Parce que, je veux dire, seriez-vous d'accord pour dire que, en se basant sur les 20 dernières années d'expérience que M. Poutine et M. Lavrov ont avec les États-Unis, les Russes seraient méfiants envers toute négociation ou accord qui ne peut pas nécessairement être vérifié? Oui, mais ici, la Russie et les États-Unis occupent une position très différente et exclusive par rapport aux autres participants. Et ici, j'inclus les Européens ainsi que les Ukrainiens. Ils ont leur propre capacité de vérification par satellite. Ils ne dépendent pas des capacités de vérification de quelqu'un d'autre. Je suis donc assez confiant que la Russie estime pouvoir vérifier ce qui se passe, d'une manière que, par exemple, l'Ukraine ne peut pas, et tam bats les États-Unis et d'autres alliés fortis. D'accord. Donc, en un sens, si la Russie voulait expérimenter avec la nouvelle administration Trump, elle pourrait le faire en sachant qu'elle est capable de voir ce qui se passe. Que voulez-vous dire par expérience? Donc, vous savez, dire oui à un accord de cessez-le-feu serait, à mon avis, un acte de foi de la part des Russes. Car s'ils disent non et continuent simplement à avancer comme ils l'ont fait militairement, ils ont des raisons de croire que l'offensive actuelle se poursuivra et qu'il n'y a pas de raison de croire que, dans les 1 ou 2 prochains mois, l'Alliance soit capable de les arrêter. Donc, en un sens, essayer un cessez-le-feu serait l'expérimentation, pas la poursuite militaire. Eh bien, c'est un point intéressant. Oui, on pourrait faire cela. Je pense qu'il y aurait une forte réaction en Russie. Il y aurait beaucoup de critiques concernant le fait de ne pas atteindre les objectifs déclarés. Voici une chose que je pense que nous devons garder à l'esprit en ce qui concerne la position de négociation russe. Il a toujours été très clair ce que la Russie vise, certainement en termes de territoire. Depuis l'effondrement des accords d'Istanbul et l'annexion de 2 régions supplémentaires, ils ont stipulé que tous les territoires de ces 4 oblasts, plus la Crimée, font désormais partie de la Russie, et que les combats ne s'arrêteront pas, la conquête territoriale ne s'arrêtera pas tant que ces frontières ne seront pas atteintes, mais implicitement qu'il n'y a pas d'autres revendications territoriales sur l'Ukraine. Cependant, il y a maintenant bien sûr le précédent qui a été établi à la suite de l'échec des accords d'Istanbul, qui est l'avertissement que la Russie a fait à travers les accords d'Istanbul. Nous faisons cette offre. Si vous refusez cette offre, alors notre auto-limitation sur les territoires que nous pourrions vouloir annexer est levée. Donc vous savez, faites un accord tant que vous le pouvez, car le prochain accord ne sera que pire pour vous. Et cela a, en fait, été un thème constant dans le processus de négociation russe, qui, comme vous le soulignez très justement, est clausewitzien. En d'autres termes, il ne sépare pas la guerre des négociations. Il voit la guerre comme une extension, les activités militaires comme une extension des négociations et entrelacées les unes avec les autres. C'est pourquoi la question pour la Russie
est vraiment de savoir s'il y a des raisons de croire qu'à travers la diplomatie, elle peut obtenir ce qu'elle pourrait également obtenir militairement, n'est-ce pas? Et si la réponse est oui, alors l'incitation serait « oui, allons vers la voie diplomatique ». Le problème est, comme toujours, et je pense que tous les négociateurs et hommes d'État le comprennent, à quel prix? Oui, vous pouvez presque toujours accomplir ce que vous voulez en politique. Mais la question est de savoir si ce sera une victoire à la Pyrrhus, une victoire qui vous coûte plus que ce que vous avez obtenu. C'est pourquoi je pense qu'il y a un élément de ce processus de négociation qui émerge vraiment. Et il faut se rappeler qu'il y aura des phases futures de ce processus de négociation après le cessez-le-feu et pendant la négociation prolongée de l'armistice. Et ce sont le rôle des sanctions. Donc, si les États-Unis promettent réellement et commencent à démanteler leur régime de sanctions contre la Russie, bien sûr, tous les autres pays suivront. Il n'y a tout simplement aucun intérêt à maintenir ce système de sanctions défaillant que nous connaissons actuellement, avec beaucoup de difficultés à maintenir contre la Russie, et qui a été, à bien des égards, inefficace, avec son principal défenseur se retirant et disant « Non, ce n'est pas la relation que nous voulons avoir avec la Russie désormais. Nous voulons en fait une relation commerciale mutuellement bénéfique. » Et si cela échoue, bien sûr, tout le régime de sanctions de l'Human Oberfair, peu importe ce que les politiciens disent et essaient de faire, s'effondrera également. À ce sujet, je dirais qu'il est très intéressant que Trump puisse agir. Trump ne peut pas agir sur les Ukrainiens. Il ne peut pas assurer à la Russie que les Ukrainiens respecteront le cessez-le-feu, tout comme il ne peut pas assurer aux Ukrainiens que la Russie respectera le cessez-le-feu. Mais une chose qu'il peut faire, comme incitation à la paix, est de mettre fin au régime de sanctions et de vraiment inverser le cours de la relation avec la Russie, ce qui, inévitablement, comme une énorme force gravitationnelle, entraînera l'Europe dans son sillage également. Ce serait très intéressant si Trump jouait cette carte Trump. Eh bien, il n'a pas besoin d'en parler maintenant. Je ne vois pas comment cela pourrait être. Cela a déjà été mentionné tant de fois comme faisant partie du paquet, surtout par la Russie. Cela a été mentionné explicitement par la Russie. Donc, je suis sûr que c'est l'une des principales carottes plutôt que des bâtons dans ce processus de négociation. Mais selon vous, la Russie est-elle vraiment très intéressée par une levée des sanctions? Parce que l'une des choses que l'économie russe a prouvé au cours des 3 dernières années, c'est qu'elle non seulement ne s'est pas effondrée, mais qu'elle a également augmenté de 4%, du moins l'année dernière. L'économie russe a surpris tout le monde, je pense, par sa résilience face à ce qui s'est passé. Alors, pensez-vous que même si l'économie russe peut survivre et bien se porter sous ces sanctions, il y a encore des incitations structurelles pour qu'ils souhaitent qu'elles soient levées? Il existe un argument philosophique émotionnel contre cela, et il est exprimé de manière très articulée par des personnes comme Sergei Karaganov, qui soutient que les Russes, comme tout le monde, sont faibles. Ils veulent gagner de l'argent, ils veulent une gratification instantanée. Sachant que les entreprises commerciales, les banquiers et les oligarques chercheront effectivement à se satisfaire, les sanctions qui ont été endurées ont prouvé, comme vous le dites, la résilience de la Russie. Continuons ainsi. Le contre-argument est que oui, nous avons réussi et nous avons montré notre résilience, mais il est toujours préférable pour la Russie d'avoir la flexibilité concernant les types d'entreprises et de transactions commerciales à engager et celles à éviter.
Donc, si cette capacité était rendue à la Russie, nous ferions un meilleur travail global pour la gérer et nous pourrions nous autoréguler. Je pense que l'argument de Karaganov est légèrement insultant pour les Russes, parce qu'il dit « Eh bien, vous savez, nous ne pourrions pas nous empêcher de nous adonner à toutes les choses que l'Occident a à offrir, et nous entrerons dans le même type de dépendance avec eux que nous avions auparavant. » Mais tout, pas seulement les dernières années, toute la présidence de Poutine a été un effort pour lentement, avec des hauts et des bas, se sevrer de la dépendance à l'Occident. Et l'une des raisons pour lesquelles l'économie russe a si bien fonctionné sous le régime actuel de sanctions est que ses politiques passées avaient en grande partie préparé le terrain pour cela. Pas à pas, préparant essentiellement la Russie à ce qui allait arriver. Une des choses que je pense, c'est que s'il y a des analystes occidentaux, et on les voit parfois écrire, qui suggèrent que la Russie peut être détachée de la Chine, ou peut-être amenée à revenir à un intérêt géopolitique principal en Europe, je pense que c'est un faux espoir. La Russie a sa propre trajectoire stratégique. La décision de poursuivre la multipolarité, d'affaiblir non seulement sa dépendance économique, mais aussi géopolitique et culturelle à l'Europe, est un engagement à long terme auquel je pense que la Russie est dévouée, indépendamment de ce qui se passe en Ukraine.